Vous en avez assez des commentateurs tièdes? Brickville-Mur, ce n'est pas du réchauffé. Là, Karima, tu le disais tantôt, Mark Carney est en Arabie Saoudite. D'ailleurs, on a vu la femme de Raif Badawi publier, c'était à la une de Radio-Canada, elle demande à Mark Carney de parler aux gens qu'il va rencontrer là-bas, notamment le prince en Arabie Saoudite, de son mari, Raif Badawi, des droits de l'homme, parce que c'est bien beau aller en Arabie Saoudite et parler de pétrole et de développement économique, mais on rappelle l'histoire de Raif Badawi, c'est cet homme naturalisé canadien qui était emprisonné là-bas et qui subissait des coups de fouet parce qu'il avait osé parler du régime. Oui. Mark Carney, je pose la question aux auditeurs, 187 Cube Radio. Trouvez-vous qu'on est trop indulgent? On en a parlé avec Nick Payne tantôt. Ça fait plus d'1 an qu'il est au pouvoir. Le polymètre de l'Université Laval qui calcule les réalisations estimait à la mi-avril, donc ça a peut-être changé, mais quand même, qu'il avait réalisé 6% seulement de ses promesses, près d'un an avant son élection, près d'un an après son élection, près d'un an de mandat, après un an de mandat. Donc, on a l'impression qu'on se satisfait de promesses, de souhaits, de vœux, qui nous impressionnent toujours en train de rencontrer ci, rencontrer ça. Et je me demande, moi, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas habitué de voir quelqu'un agir comme ça et on est forcément impressionné, au même titre que quelqu'un pourrait rentrer dans le studio, j'aurais jamais vu ça, quelqu'un de cette trempe-là, il m'impressionnerait et ça serait suffisant, ou vraiment on a quelque chose à se mettre sous la dent? Et si oui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Mark Carney, concrètement? Oui, c'est intéressant. On veut avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous trouvez que c'est un excellent premier ministre qui a changé la donne, ou est-ce que vous trouvez qu'on ne le met pas trop au défi, qu'on pose pas trop de questions? Il y a beaucoup de choses en ce moment. Il y a sa fameuse loi pour bâtir le Canada. Bâtir Maison Canada? Bâtir Maison Canada pour accélérer les projets. Puis il va de l'avant. Il fait des annonces. Il y a beaucoup d'effets d'annonces. Mais concrètement, pour les provinces, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Est-ce qu'on est en train de se faire, comme on dit, passer un sapin, puis ça va se faire un petit peu à l'encontre des règles de base, du respect des différentes souverainetés nationales et des différentes provinces? Est-ce qu'il y a cet aspect de... Moi, je trouve qu'il y a un vrai enjeu centralisateur avec la politique de Mark Carney. Je trouve même qu'il y a quelque chose un peu d'autoritaire, mais sous la bienveillance, sous le sourire. Il a l'air d'un homme déterminé, il est calme, il paraît bien. Oui, à l'international, il est à l'aise comme un poisson dans l'eau, dans cette espèce d'élite internationale. Mais concrètement, au Québec, là, il y a cette idée, peut-être qu'il y aurait un oléoduc qui pourrait passer sur notre territoire. OK, si on a de l'argent avec ça, si ça se fait, ça respecte si tu veux, là, un peu les enjeux écologiques du Québec. On veut pas qu'il y ait des incidents et que ça se déverse partout. Et surtout, c'est pas à n'importe quel prix. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, est-ce que le Québec a son mot à dire? Puis nous, on peut dire, OK, oui, on va faire des affaires, mais c'est nous qui décidons. Puis ça va être selon nos conditions. On va pas se faire imposer des conditions par le fédéral. Moi, j'ai l'impression qu'on ferme les yeux. On est comme en lune de miel. Puis là, tu sais, les battements de cils devant Mark Carney. On peut exiger plus. Puis il faut faire attention dans les périodes de crise à l'international pour pas se faire passer un sapin. Et là-dessus, en tout cas, moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous trouvez qu'on est trop indulgent, qu'on ferme les yeux, ou au contraire, Mark Carney, on devrait le laisser aller, puis il est en train de provoquer un changement au Canada. On veut vous entendre là-dessus. Mais tu as dit un mot, le mot autoritaire. Moi, je veux qu'on rebondisse là-dessus. On a Gabriel Hardy, qui est député du Parti conservateur du Canada pour Montmorency-Charlevoix, qui est au bout du fil. Bonjour, M. Hardy. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Autoritaire, c'est parce que il y a peut-être ouais, ben je vous vois réagir. Il y a peut-être du pouce à faire là-dessus, parce que dans les comités éthiques, vous rentrez souvent là-dedans, vous siégez là-dedans. On répond pas vraiment à vos questions, hein? Puis on tourne en rond, puis on dit qu'on a le droit derrière nous, puis qu'on a le droit de faire ça. Depuis que les libéraux sont devenus majoritaires avec une majorité achetée, quand on regarde ça, c'est pas les partiels qui ont donné une majorité aux libéraux. Pour la première fois de notre histoire, c'est les transfuges qui l'ont fait. Et quand on voit les éléments qui ont pris place suite à ça, le take-over complet des comités, puis on l'a vécu cette semaine, j'ai eu un comité spécial où est-ce que je suis allé à Éthique là, à Ottawa mardi. Puis à la fin de notre comité, ben les libéraux, sachant qu'ils ont maintenant la majorité, vous le savez, ils ont fermé, on est allé en huis clos parce qu'ils voulaient pas qu'on voit ce qui se passe. Mais là, ils ont décidé qu'ils passaient une motion, en fait, qu'ils la proposaient pour prendre le contrôle de l'agenda au complet. Mais ils savent qu'en bout de ligne, même si on s'oppose, ils vont gagner par les votes parce qu'ils sont rendus majoritaires.
Mais sur un comité de surveillance, tu peux pas savoir 6 mois d'avance qu'est-ce que tu vas surveiller. Les problèmes, quand ils arrivent, c'est là qu'il faut faire des motions, puis essayer de les étudier puis de le voir. Mais les libéraux ont proposé de prendre le contrôle complet du calendrier. Et encore une fois, on voit que, tu sais, quand on parle d'autoritaire, c'est ça de l'autoritarisme. C'est de commencer à dire au monde ce qu'il devrait savoir, ce qu'il devrait dire, ce qu'il devrait voir, ce qu'il devrait entendre, puis qu'est-ce qui devrait être étudié. Alors que des comités de surveillance qui sont là pour surveiller peuvent même plus faire leur travail. Et on en a eu un bon exemple cette semaine. OK. Mais M. Hardy, on dit en ce moment, OK, on doit poser des questions. Quels sont les dossiers là, qui vous inquiètent le plus en ce moment en lien avec le Parti libéral puis les projets qui vont de l'avant? Il y en a beaucoup, mais le plus récent, c'est l'annonce des condos qui a été faite à 2 jours de la fermeture du Parlement. Vous le savez, le premier ministre est à peu près jamais dans le Parlement et là, on allait fermer la session. Il aimait mieux aller faire une annonce en Colombie-Britannique de 1,450 milliard de dollars d'argent, de votre argent, pour aller racheter des condos que des promoteurs immobiliers sont pas capables de vendre. Alors là, on se dit, bon, on va analyser un petit peu la patente. Ah, on se rend compte qu'il y a eu un meeting privé dans les bureaux d'un grand promoteur immobilier de Vancouver, An Evening with Carney, qui coûtait 1775 $ du billet pour aller rencontrer le premier ministre. 17 des plus gros promoteurs immobiliers de la grande région de Vancouver étaient là, et pas de journalistes évidemment, et quelques mois plus tard, soudainement, on a une annonce qui vise exactement ces gens-là pour aller racheter les condos qu'ils sont pas capables de vendre. Mais là, tu te dis, attendez une minute, qu'est-ce qui se passe? La région de Vancouver, c'est le 5e lieu le plus cher où est-ce que tu peux pas vivre sur la planète Terre. Il y a des promoteurs immobiliers là qui font des rabais de 660 000 $ sur leurs condos. Imaginez le profit qu'ils faisaient, là. Et là, on a un gouvernement fédéral qui va annoncer un rachat pour 2200 condos pour une moyenne de 660 000 la porte. Puis ils appellent ça abordable. Oui, mais là, le projet, juste préciser, le projet, ça dit totalement, c'est 1,45 milliard de dollars, mais on estime que la part du fédéral, ce serait 10 %. C'est pas presque 1,5 milliard. Ça serait 145 000. Bien, ça, c'est ce qu'on nous dit, là, que ça serait Maison 10 Canada, Maison Canada, c'est un partenariat. Donc, Maison Canada va mettre 10 %, la Colombie-Britannique va mettre 10 % et le reste, ça va être un rachat. C'est comme si on faisait, avec l'argent des citoyens, un prêt aux acheteurs pour qu'ils remboursent le gouvernement comme une hypothèque payée par le monde. Mais le problème qu'on voit là-dedans, là, c'est que il y avait déjà des mesures qui étaient mises en place pour briser la bulle immobilière dans le coin de Vancouver et en Colombie-Britannique. Il y avait des mesures qui avaient été mises pour vous pouvez pas acheter un condo si vous n'êtes pas un citoyen, pas de Airbnb, pas de spéculation, des taxes sur les condos vides. Et même TD disait, on va voir une baisse de 15 % du marché. Les prix vont descendre de 15 % d'ici la fin 2026 parce que ça marchait. Les condos se vendaient pas, fait que les promoteurs baissaient les prix. Naturellement, ça baissait. Mais quand ça va pas bien puis une bulle immobilière qui brise, qui va en bénéficier? C'est les familles qui veulent acheter un condo ou une maison qui vont dire, pourquoi le fédéral vient intervenir là-dedans pour stopper ça? Et finalement, les promoteurs vont faire de l'argent puis les familles vont payer le prix. Ça marche pas. Mais parce qu'il y a une lettre qu'on vous a envoyée, là, le ministre du Logement vous a envoyé une lettre. Il dit dans sa lettre, M. Hardy, qu'il est prêt à répondre à vos questions. Est-ce qu'on répond à vos questions? Le but, là, qu'on s'est déplacé en comité cette semaine, on est allé faire la demande. Vous savez, un comité, tu fais une motion puis tu proposes une étude. Et ça doit être voté à l'ensemble du comité. Est-ce qu'on accepte le comité de faire cette étude-là? Le NPD est venu, puis ils sont même pas sur notre comité, ils ont demandé de faire l'étude. Le Bloc québécois a approuvé l'étude. Les conservateurs demandent l'étude. Et ce qu'on veut, c'est juste que les gens qui ont été impliqués viennent témoigner. On veut être capable de leur poser des questions. On veut que le ministre vienne témoigner. Il envoie une lettre pour dire qu'il est d'accord, mais au comité, les libéraux votent contre l'étude. Et en comité, ils nous disent, arrêtez de poser des questions, c'est même pas fini encore, il est pas ficelé ce projet-là. Mais là, moi, je suis en comité, puis je suis comme, attendez une minute, là, vous avez fait une annonce de 1,450 milliard, puis il n'est pas ficelé. Mais le chiffre est sorti de où? Le nombre de condos est sorti de où? On le sait que les libéraux sont habitués de faire des choses sur des napkins. Le ministre Champagne l'a dit. Mais là, tabarnouche, on peut-tu arrêter de garocher l'argent du monde par les fenêtres en disant, arrêtez de poser des questions, on ne sait même pas où est-ce qu'on s'en va, mais on fait déjà les annonces? Ça marche pas. Mm-hmm.
Donc, enfin, encore une fois, on verra sur la question. Comme je vous disais, moi, j'entends beaucoup que c'est le truc de 10 %. Ensuite, ça reste que c'est de l'argent des contribuables. Ça reste que ça a un impact, effectivement, sur le prix, sur le prix de l'immobilier. Puis, ça sert à qui? Il faut toujours se poser la question, entre guillemets, à qui profite le crime. Le crime, façon de parler, là, au sens à qui profite la situation. C'est-tu à des promoteurs ou c'est-tu au gouvernement? C'est-tu au public? Ça, c'est une vraie question. Mais comment se fait-il? Écoutez, juste un petit point là-dessus, puis je vois juste, parce que la lettre de Robertson est super importante. Le ministre nous répond qu'ils sont fiers d'avoir annoncé 11 000 logements. Tu sais, on veut savoir à qui ça paye tout ça, puis comment ça va être avantageux. En campagne électorale, ils ont annoncé 1,5 million de maisons par année. Là, ils écrivent une lettre officielle qui dit on a annoncé 11 000, pas une de construite, là. 1 an de bureaucratie, une nouvelle bureaucratie, pas une maison de construite. 11 000. Là, c'est sûr, ça va les avantager d'acheter 2 200 déjà faites. C'est 20 de ce qu'ils annoncent, dans le fond, qui va dire, regardez comment on est bon. Mais non, attendez, ça marche pas. Si vous annoncez de faire une bureaucratie pour accélérer l'accès aux maisons abordables à la population, construisez des maisons abordables, puis donnez-les abordables, pas à 660 000 la porte. Alors, pour répondre à votre question, le crime, il paye qui? Crime entre gros guillemets. Mais présentement, dans une lettre officielle, un ministre dit qu'il est fier d'annoncer 11 000 potentielles maisons, alors qu'en campagne, ils en ont annoncé 1,5 million. Là, Gabriel Hardy, Brookfield, c'est-tu réglé? As-tu vendu ces actions là, de Brookfield, Mark Carney? Non, vraiment pas. Puis ça, c'est l'autre chose que j'ai dit en comité. On apprend que Brookfield, 15 jours avant l'annonce, ont fait une fusion avec une compagnie pour un autre projet, mais cette compagnie-là détient des condos, une tour de 50 étages de condos invendus dans la même région à Barnaby que notre annonce de notre premier ministre qui a été faite pour racheter des condos invendus. Attendez, on va le répéter là. Donc, Mark Carney possède encore des actions Brookfield. De Brookfield. Brookfield, c'est un fonds de placement, d'investissement? Oui. C'est un fonds d'investissement, puis les gens, souvent, ils disent, Brookfield, il est partout, puis c'est une compagnie qui est... Oui, OK, je suis d'accord. Mais pourquoi à chaque fois que le premier ministre se déplace pour faire une annonce, ça fait pas 20 ans qu'ils sont dans un secteur? Brookfield débarque 28 jours, 15 jours avant, 28 jours après. Pourquoi à chaque fois? Et là, dans cette annonce spécifique-là, et je demande au comité, c'est pas une menace, c'est pas une assomption. Il y a un fait qui dit que Brookfield est devenu copropriétaire 15 jours avant l'annonce d'une entreprise qui détient des condos invendus. Alors là, le premier ministre, 15 jours plus tard, fait une annonce. Je me dis, on va juste aller investiguer. C'est le rôle d'un comité d'éthique. Puis on nous dit, non, arrêtez de poser des questions. Mais pourquoi arrêter de poser des questions? Ça marche pas. C'est pas mal votre travail, en fait, de poser des questions. Là, par contre, il y a peut-être un examen de conscience, par contre, qu'on doit faire au Parti conservateur, parce que ça marche. Ça, vous devez même en rencontrer des électeurs dans votre circonscription, Gabriel Hardy, qui n'ont pas voté pour vous, puis qui voteraient toujours pas pour les conservateurs. Moi, j'aime pas ça c'est pas ça qu'on fait, là, mais il faut juste être précis. Là, en ce moment, je prends pas personne pour un imbécile. Il y a des gens qui aiment Mark Carney, qui le trouvent rassurant. Tantôt, on a pris le temps quand même de noter que il y avait même du monde autour de la table qui pensait qu'il avait du charisme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Non, mais ça fonctionne quand même, Mark Carney. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire au Parti conservateur pour en tenir compte, puis changer, vous aussi, des pratiques puis des façons de faire de la politique? Je pense que les libéraux sont exceptionnels à faire du marketing puis à faire des annonces. On l'a vu depuis un an, c'est des annonces puis beaucoup de voyages qui plongent les gens dans un certain imaginaire d'une personne qui fait beaucoup de choses. Par contre, quand on regarde les résultats, puis moi, je pense que c'est là que le bas blesse, qu'on dit, là, c'est qu'un jour, il faut que tes annonces fit avec ce que tu fais sur le terrain. Tu peux pas juste faire des annonces, puis des annonces, puis des annonces. Les gens doivent être informés. Moi, je pense que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple informé. Donc, plus ils vont être informés, plus ils vont pouvoir prendre des décisions éclairées, peu importe le parti qu'ils vont choisir. Mais Mark Carney, présentement, et les libéraux, c'est des annonces par-dessus des annonces. C'est de la poudre aux yeux. 9% de leurs annonces se matérialisent. Alors, le moment où est-ce que les gens, doivent se renseigner plus, c'est ce que j'essaie de faire dans mes médias sociaux, notamment, d'enseigner le plus possible qu'est-ce qui se passe, puis de laisser les gens faire leur opinion. Puis 2, il y a un moment où est-ce que les gens vont dire, ouais, là, attends, là, tu nous as promis en campagne électorale 1,5 million de maisons par année. C'était ta promesse. Aujourd'hui, tu es fier d'en annoncer 11 000 annoncés, pas bâtis, puis le directeur parlementaire du budget nous dit que tu te rendras pas à 5 000. Il y a un moment où est-ce que les chiffres vont falloir qu'ils fitent avec la fiction. Et je pense que c'est là le moment que les gens vont dire, il est bien beau, mais il est où le résultat? Mais est-ce que pour le Québec, on pourrait terminer là-dessus, mais est-ce que Pierre Poilievre est toujours l'homme de la situation?
Pierre Poilievre est quelqu'un qui a une connaissance exceptionnelle de la politique et qui a aussi, puis je crois que le temps donne toujours raison à nos politiques, ils finissent toujours par être démontrés comme étant « Ah, ça serait la prochaine chose logique à faire ». Alors, évidemment, et on l'a vu dans les récents sondages, Pierre Poilievre, dû à une couverture potentiellement médiatique et à whatever qui est arrivé, a une mauvaise réputation peut-être qui est à refaire. Mais moi, je pense qu'en tant qu'équipe, on est capable de renseigner les gens, les aider à mieux comprendre le leadership de Pierre Poilievre et le leadership politique justement des politiques conservatrices et de peut-être renouer un peu la population avec ce que nous, on a à offrir. Et je pense vraiment qu'on a encore un très bon chef et un très bon plan. Merci beaucoup, Gabriel Hardy. S'il veut plus devenir chef, rester chef du Parti conservateur, il deviendra sénateur comme Richard Martel, au pire. Là, hein, ça existe, cette option-là. Bonne journée.